Le 3 septembre 2004, 4 étudiants diplômés de l'Université du Michigan ont entrepris une excursion d'1 semaine en canoë dans le parc national Voyageurs, dans le Minnesota. Daniel Reeves, Kyle Anderson, Tyler Connor et Jason Hart, tous âgés de 21 à 23 ans et tous randonneurs expérimentés, ont choisi l'île isolée d'Elliott Island, d'une superficie de 80 acres, comme lieu de camping. Ils devaient donc rentrer le samedi 7 septembre. Ils ne sont jamais revenus. Lorsque les gardes forestiers sont arrivés sur l'île pour vérifier s'ils allaient bien, ils ont trouvé le campement intact. 2 tentes, 4 sacs de couchage, tout leur équipement à sa place, de la nourriture suspendue à un arbre. Le canoë était sur le rivage, mais les étudiants d'eux-mêmes étaient introuvables. Les chiens de recherche ont repéré une odeur menant à la côte rocheuse nord de l'île et se sont arrêtés là, au bord de l'eau, refusant d'aller plus loin. 9 mois plus tard, le corps de l'un des étudiants, Kyle Anderson, a été retrouvé sur la rive d'un lac à 11 miles de l'île. Cause du décès, noyade. Le corps était étenu. Les 3 autres, Daniel, Tyler et Jason, n'ont toujours pas été retrouvés à ce jour. Depuis 21 ans, leur famille cherche des réponses. Depuis 21 ans, l'affaire reste ouverte. Voici l'histoire de 4 jeunes gens qui ont disparu d'une petite île au milieu d'un lac, d'où il est impossible de partir sans bateau. C'est une mini-histoire qui hante encore leurs proches, les enquêteurs et les gardes forestiers du parc national Voyageurs. Bonjour les amis, n'oubliez pas de nous donner un pouce vers le haut, de nous soutenir avec vos commentaires et vos likes. Et c'est parti! Le 3 septembre 2004, 4 diplômés de l'Université du Michigan sont partis pour une semaine d'aventure le long des cours d'eau du parc national Voyageurs, dans le Minnesota. Daniel Reeves, 21 ans, Kyle Anderson, 22 ans, Tyler Connor, 22 ans, et Jason Hart, 23 ans, étaient des amis proches depuis leur première année d'université, unis par leur amour de la nature et leur passion pour l'aventure. Tous les 4 étudiaient les sciences de l'environnement et prévoyaient de travailler dans la conservation après l'obtention de leur diplôme. Ce voyage était censé être un voyage d'adieu avant de commencer leur carrière et leur vie d'adulte. Le parc national Voyageurs, situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada, est connu pour ses vastes voies navigables, un labyrinthe de lacs, d'îles et de canaux, où le seul moyen de se déplacer est en bateau ou en canoë. Le parc s'étend sur plus de 208 000 acres, dont la majeure partie est recouverte d'eau. Il n'y a pas de route menant au parc, ni d'hôtels ou de restaurants. Seulement la nature sauvage, des forêts denses et des lacs clairs et froids. C'est cet isolement et cette beauté intacte qui ont attiré les amis. Le mardi matin, le groupe s'est enregistré au poste des gardes forestiers à l'entrée vue du parc. Ils ont reçu l'autorisation de camper sur l'île isolée d'Elliott, située dans la partie nord du lac Kabetogama, l'un des 4 principaux lacs du parc. L'île d'Elliott se trouve à environ 13 km du point d'accès continental le plus proche, ce qui en fait un endroit idéal pour ceux qui recherchent une véritable solitude. L'île a une superficie d'environ 32 hectares, ce qui est suffisant pour l'explorer, mais assez petit pour en faire le tour à pied en quelques heures. La garde forestière, Margaret Stone, qui a enregistré le groupe, se souvient que les jeunes étaient bien préparés et de bonne humeur. Ils disposaient d'un équipement de haute qualité, un canoë en aluminium conçu pour 4 personnes, 2 sacs à dos étanches, des tentes, des sacs de couchage, des cartes, une boussole, une trousse de premiers secours et 10 jours de nourriture. Daniel, le membre le plus expérimenté du groupe, il avait déjà effectué plusieurs longues randonnées
dans les régions sauvages du Michigan et du Wisconsin, a endossé le rôle de chef officieux de l'expédition. La garde forestière leur a donné des consignes de sécurité. Comment stocker correctement la nourriture pour la protéger des ours, quoi faire en cas de rencontre avec des animaux sauvages, comment s'orienter à l'aide de cartes et où appeler en cas d'urgence. Le groupe devait revenir le samedi 7 septembre à midi. Au début du mois de septembre, le temps est généralement stable dans le nord du Minnesota, avec des températures avoisinant les 15 degrés pendant la journée et environ 4 degrés la nuit. Les prévisions météorologiques annonçaient des journées claires, sans précipitation. Les amis ont chargé le canoë et sont partis vers 10 heures du matin. Le trajet jusqu'à l'île Elliott a pris environ 3 heures de pagaie en eau libre. Ce n'était pas la première excursion en canoë du groupe. L'été dernier, ils avaient hier passé une semaine à faire du canoë dans la forêt nationale de Chippewa. Ils se sentaient donc en confiance sur l'eau. Selon d'autres touristes qui ont vu le groupe mercredi, les amis ont installé leur campement sur la rive sud d'Elliott Island, dans une crique abritée avec une plage de sable. 2 tentes ont été montées sur une clairière plate, à environ 15 mètres du rivage, entourée de pins et de bouleaux. Le canoë a été tiré sur la rive. Un feu de camp a été allumé entre les tentes. Tout semblait parfait, professionnel. Il était clair que les jeunes savaient bien ce qu'ils faisaient. Mercredi et jeudi se sont déroulés tranquillement. Jeudi après-midi, 2 pêcheurs passant près de l'île ont vu la fumée du feu de camp et ont entendu des voix et des rires. Tout semblait normal. Daniel tenait un carnet, un journal de voyage dans lequel il notait les itinéraires, ses observations de la nature et ses impressions. La dernière entrée, écrite de sa main, est datée du jeudi 5 septembre au soir. 2e jour sur l'île. Il fait beau. Nous avons attrapé quelques bisques perches. Tyler a essayé d'allumer un feu sans allumette, mais il n'y est parvenu qu'au 3e essai. Le soir, nous avons entendu des cris étranges provenant de la forêt au nord de l'île. Ils ne ressemblaient pas à ceux des coyotes ou des loups. C'était autre chose, plus prolongé. Kyle a plaisanté en disant que c'était Bigfoot. Jason a dit que c'était probablement un lynx, car ils émettent des sons inquiétants. Demain, nous prévoyons de faire le tour de l'île à pied et d'explorer la côte nord. C'était la dernière entrée. Le samedi soir, comme le groupe ne s'était pas présenté à l'heure prévue, le garde forestier Stone a commencé à s'inquiéter. Selon les règles du parc, si des touristes enregistrés ne reviennent pas dans les 6 heures suivant l'heure prévue, une recherche doit être lancée. À 18 heures, Stone avait contacté le capitaine des opérations de recherche et de sauvetage du parc. À 19 heures, 2 gardes forestiers à bord d'un bateau à moteur se dirigeaient vers l'île Elliott. Le trajet a duré environ 1 heure. Le soleil se couchait lorsqu'ils ont approché la côte sud de l'île. Il était immédiatement évident que quelque chose n'allait pas. Le canoë était tiré sur le rivage. Si le groupe était parti, il aurait emporté le bateau avec lui. Les gardes forestiers ont amarré leur bateau et ont grimpé jusqu'au campement. Ce qu'ils ont vu les a immédiatement alarmés. 2 tentes étaient intactes, les fermetures éclairs fermées. À l'intérieur de la première tente se trouvaient donc 2 sacs de couchage, soigneusement dézippés, et des effets personnels disposés le long des parois, des vêtements, des livres, des lampes de poche. La 2e tente était identique, 4 sacs de couchage, des sacs à dos, tout était à sa place. Entre les tentes se trouvait un foyer avec des cendres froides. Les gardes forestiers vérifièrent. Le feu n'avait pas été allumé depuis au moins 1 jour, voire 2. Les cendres étaient froides, humides de la rosée nocturne. À environ 6 mètres du campement, sur une branche d'arbre à 4 mètres de hauteur, était suspendu un sac étanche contenant de la nourriture, une pratique courante dans les régions où vivent des ours. Le sac était intact, n'avait pas été touché. Les gardes forestiers l'ont descendu et ont vérifié son contenu.
conserves, produits lao secs, barres énergétiques, tout y était. Rien n'avait été mangé ou endommagé par des animaux. Les gardes forestiers ont commencé à fouiller les environs du campement, appelant les étudiants à voix haute. Ils ont longé la rive dans les deux sens et ont inspecté la forêt derrière le campement. La nuit tombait, ce qui rendait les recherches plus difficiles. Ils sont retournés au bateau, ont pris des lampes torches puissantes et ont continué à fouiller l'île jusqu'à minuit. Il n'y avait aucun signe des 4 jeunes gens. Le dimanche 8 septembre au matin, une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle a été lancée. À 9 heures, 20 gardes forestiers et bénévoles étaient à pied d'œuvre sur l'île. L'île Elliot a été systématiquement divisée en secteurs, qui ont tous été minutieusement passés au peigne fin. 80 acres, ce n'est pas beaucoup, mais la forêt dense, le terrain rocheux et les buissons épais ont rendu les recherches difficiles. À midi, un hélicoptère des gardes-côtes a été mobilisé, survolant non seulement l'île Elliot, mais aussi les îles environnantes et le littoral, dans un rayon de 10 miles. Des équipes à bord de bateaux à moteur ont inspecté les îles voisines, pensant que les amis avaient peut-être décidé d'explorer d'autres endroits, même si leur canoë était de rester sur Elliot. Des plongeurs ont commencé à fouiller les eaux côtières autour de l'île. Si quelqu'un était tombé à l'eau et s'était noyé, le corps devait se trouver quelque part à proximité. Le carnet de Daniel a été retrouvé au campement. L'équipe d'enquête a étudié toutes les notes, en particulier la dernière concernant les cris étranges. Les biologistes du parc ont été consultés. Le biologiste en chef a expliqué que le parc voyageur abrite des lynx roux, des coyotes et parfois des loups. Tous ces animaux émettent divers sons, en particulier pendant la saison des amours ou lorsqu'ils défendent leur territoire. Les cris des lynx roux peuvent en effet sembler inquiétants et inhabituels pour les personnes qui ne les connaissent pas pas. Il n'y avait rien d'inhabituel ou de menaçant à cela. Lundi, 3 chiens de recherche ont été amenés avec leur maître chien du comté de Saint-Louis. Les chiens ont reçu les vêtements des étudiants provenant des tentes pour les renifler. Les 3 chiens, 2 bergers allemands et un limier, ont repéré l'odeur et ont commencé à se déplacer dans la même direction. Ils ont conduit leur maître chien à travers la forêt jusqu'à la pointe nord de l'île, exactement dans la direction que les étudiants avaient longuement prévu d'explorer selon la dernière entrée de Daniel. La rive nord de l'île Elliot est une crête rocheuse. Des rochers de granit s'élèvent directement hors de l'eau, formant un terrain difficile. L'eau y est donc profonde et froide, et le courant est plus fort en raison du détroit étroit entre l'île et le continent voisin. Les chiens ont conduit les guides jusqu'à cette crête rocheuse. Au bord de l'eau, les 3 chiens ont commencé à se comporter de manière étrange. Ils ont tourné en rond, reniflé les rochers et l'eau, gémi, puis se sont tous les 3 couchés et ont refusé de continuer à travailler. Robert Erickson, expert canin qui travaillait avec des chiens de recherche depuis 16 ans, était perplexe. Ils ont clairement détecté une odeur. À en juger par leur comportement, les étudiants étaient ici, sur ces rochers. La piste mène à l'eau et s'arrête là. Cela pourrait signifier qu'ils sont entrés dans l'eau, qu'ils ont nagé, pataugé ou pris un bateau. Mais leur canoë est resté sur la rive sud. Cela n'a pas de sens. Les plongeurs ont concentré leurs recherches sur la rive nord. Ils ont fouillé le fond dans un rayon de 150 mètres autour de l'endroit où les chiens s'étaient arrêtés. La profondeur atteignait ici 15 mètres à certains endroits. Le fond était rocheux, avec de gros rochers, entre lesquels un corps pouvait rester coincé. 3 jours de recherche sous-marine, intensive, n'ont donné aucun résultat. Pas de corps, pas de vêtements, pas d'équipement. L'équipe d'enquête du bureau du shérif du comté de Saint-Louis a pris le contrôle de l'affaire. Tous les effets personnels des étudiants ont été saisis
et envoyés pour examen. Cahiers, vêtements, sacs de couchage. Tout a été vérifié à la recherche de traces de lutte, de sang ou de substances inhabituelles. Rien n'a été trouvé. Le camping semblait parfaitement paisible, comme si les étudiants étaient simplement partis se promener et avaient disparu. Les familles des étudiants sont arrivées de lundi dans le Minnesota. Les parents de Daniel sont Robert et Catherine Reeves de Detroit. Ceux de Kyle sont Thomas et Jennifer Anderson d'Ann Arbor. Ceux de Tyler sont Mark et Suzanne Connor de Grand Rapids. Et ceux de Jason sont David et Mary Hart de Lansing. Tout le monde était sous le choc, incapable de croire ce qui se passait. Robert Reeves, ingénieur à la retraite, s'est joint lui-même aux recherches, refusant de rester les bras croisés. « Mon fils est responsable et prudent. Il ne mettrait pas la vie de ses amis en danger. Il s'est passé quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. » répétait-il sans cesse. Les recherches ont duré 2 semaines. Plus de 300 personnes y ont participé à différents moments. Des gardes forestiers, des policiers, des bénévoles, des étudiants et des professeurs de l'Université du Michigan qui ont organisé leurs propres équipes de recherche. Toutes les îles situées dans un rayon de 30 km autour d'Elliott ont été fouillées minutieusement. 50 km de côte continentale ont été passés au peigne fin. Des hélicoptères ont survolé la zone quotidiennement. Des plongeurs ont inspecté les fonds marins, non seulement autour de l'île d'Elliott, mais aussi dans les détroits et les baies voisins. L'équipe d'enquête a envisagé différentes versions des faits. La version la plus plausible semblait être un accident. Les 4 amis avaient peut-être décidé d'explorer la partie nord de l'île à pied, de marcher jusqu'à la côte rocheuse, et l'un d'entre eux avait peut-être glissé et était tombé à l'eau. Les autres avaient essayé de l'aider et avaient fini eux aussi dans l'eau froide. En septembre, la température de l'eau des lacs du Minnesota est d'environ 13 degrés, ce qui est suffisamment froid pour provoquer une hypothermie en 30 à 40 minutes. Même les bons nageurs peuvent perdre le contrôle de leurs muscles et se noyer. Mais cette version n'expliquait pas pourquoi aucun corps n'avait été retrouvé. Habituellement, les personnes noyées, elles remontent à la surface après quelques jours, en raison des gaz de décomposition. Les plongeurs ont fouillé le fond du lac à l'endroit exact indiqué par les chiens. Les courants du lac Kabetogama sont relativement faibles. Les corps n'auraient donc pas pu dériver loin en quelques jours. La théorie criminelle a été étudiée. Qui aurait pu attaquer 4 jeunes hommes sur une île isolée? 23 groupes de touristes étaient enregistrés dans le parc pendant ces jours-là. Tous ont été interrogés et leurs itinéraires vérifiés. Personne ne se trouvait près de l'île Elliott au moment critique. Les gardes forestiers ont vérifié les listes des propriétaires de bateaux privés qui auraient pu se trouver dans le parc sans s'être enregistrés. Plusieurs personnes ont été interrogées. Toutes avaient mis des alibis. À la fin de la 2e semaine, les opérations de recherche officielles ont été suspendues. L'affaire a été reclassée en enquête active. Les familles des étudiants ont organisé des équipes de recherche privées, engagé des plongeurs et fouillé les îles isolées chaque week-end pendant les mois suivants. Une récompense de 50 000 $ a été offerte pour toute information sur la localisation des étudiants. L'hiver est arrivé, recouvrant les lacs de glace. Les recherches sont devenues impossibles jusqu'au printemps. Les familles ont vécu dans une incertitude angoissante. L'Université du Michigan a organisé une cérémonie commémorative en novembre, bien que les étudiants n'aient pas été officiellement déclarés morts. Des milliers d'étudiants, de professeurs et d'amis sont venus rendre hommage à la mémoire des 4 jeunes. Mais les parents ont refusé d'abandonner tout espoir. Tant que les corps n'ont pas été retrouvés, ils peuvent être en vie, a déclaré Catherine Reeves. Au printemps 2005, les recherches reprirent. Dès la fin avril,
Lorsque la glace fondit sur les lacs, les familles organisèrent une nouvelle expédition. Une société professionnelle de recherche et de sauvetage fut engagée pour effectuer une étude systématique des fonds lacustres à l'aide d'un équipement sonar moderne. En 2 semaines, plus de 100 miles carrés de surface aquatique furent étudiés. Plusieurs objets ressemblant à des corps ont été détectés par le sonar. À chaque fois, des plongeurs ont descendu pour vérifier. À chaque fois, il s'agissait de troncs d'arbres, de rochers ou de vieux filets. En juin 2005, 9 mois après sa disparition, un groupe de pêcheurs de Duluth a découvert un corps sur la rive du lac Kabotoga, à environ 18 km à l'est de l'île Elliot. Le corps était dans un état de décomposition avancé, partiellement caché dans la végétation côtière. Les pêcheurs ont immédiatement appelé les autorités. L'examen médico-légal et l'analyse ADN ont pris plusieurs jours. Les résultats ont confirmé qu'il s'agissait du corps de Kyle Anderson. Le médecin légiste du comté de St. Louis a déterminé que la cause du décès était la noyade. Les poumons contenaient de l'eau, dont la composition chimique correspondait à celle du lac Kabetogama. Cependant, l'état du corps rendait difficile une analyse détaillée. Après 9 mois passés dans l'eau froide, exposés aux poissons et autres organismes aquatiques, il ne restait que peu de tissu mou. Ce qui a particulièrement intrigué les enquêteurs, c'est que le corps ne portait aucun vêtement. Kyle était complètement nu. Il n'y avait aucune trace de vêtements près du lieu où il a été retrouvé. Les experts en milieu aquatique ont expliqué que les vêtements peuvent non être emportés par les courants, en particulier après une exposition prolongée à l'eau, lorsque la décomposition affaiblit le tissu. Cependant, certains vêtements restent généralement en place, comme les ceintures, les chaussures et les sous-vêtements. Le lieu de la découverte se trouvait à 11 miles de l'île Elliot. Les courants du lac auraient pu déplacer le corps sur cette distance en 9 mois, surtout compte tenu des changements saisonniers, tempêtes d'automne, fonte des glaces au printemps et variation du niveau de l'eau. Mais les corps ne flottent généralement pas aussi loin, surtout dans les lacs fermés sans courant fort. La découverte du corps de Kyle a donné l'espoir que les 3 autres seraient également retrouvés. Les recherches se sont concentrées dans la zone où le corps a été trouvé. Des plongeurs ont fouillé le fond dans un rayon de 8 km. Des équipes à bord de bateaux ont ratissé le littoral. Des hélicoptères ont survolé la zone. 2 semaines de recherches intensives n'ont donné aucun résultat. Daniel Reeves, Tyler Connor et Jason Hart n'ont pas été retrouvés. Kyle a été enterré à Ann Arbor. Des centaines de personnes sont venues lui dire adieu. Ses parents ont remercié tous ceux qui avaient participé aux recherches, mais n'ont pas pu cacher leur chagrin. Nous avons retrouvé notre fils, mais où sont les 3 autres garçons? Où sont Daniel, Tyler et Jason? Leur famille mérite la même chose, a déclaré Thomas Anderson lors du service commémoratif. Les années ont passé. Les recherches se sont poursuivies chaque été, mais avec de moins en moins d'intensité. Les familles Reeves, Connor et Hart n'ont pas perdu espoir. Elles ont organisé des expéditions de recherche annuelles, fouillé des îles isolées et engagé des plongeurs. Chaque crue printanière, chaque tempête automnale pouvait révéler ce qui était caché. Mais les années ont passé sans nouvelles découvertes. L'affaire reste ouverte. Daniel Reeves, Tyler Connor et Jason Hart sont toujours portés disparus. Leurs photos figurent toujours dans la base de données du Centre national pour les personnes disparues. Les gardes forestiers du Voyager Park ont pour consigne d'être attentifs à toute découverte, qu'il s'agisse de vêtements, d'équipements ou de restes humains. L'histoire de ces 4 étudiants de l'Université du Michigan reste l'une des plus tragiques et mystérieuses de l'histoire du Parc national Voyagers. 4 jeunes gens, pleins d'enthousiasme et de projets d'avenir, sont partis pour une randonnée de routine le week-end et ne sont jamais revenus.
Que s'est-il passé sur l'île Elliot en septembre 2004? Pourquoi ont-ils quitté le camp sans emporter leur canoë? Qu'est-ce qui les a poussés à se rendre sur la rive nord? Comment Kyle s'est-il retrouvé dans l'eau à 11 miles de l'île? Où sont les 3 autres? Les experts suggèrent que le scénario le plus probable est un accident sur l'eau. Peut-être que les amis ont décidé de nager au large de la côte rocheuse, sous-estimant la température de l'eau et la force du courant. L'un d'eux s'est retrouvé en difficulté, les autres ont essayé de l'aider et les 4 se sont retrouvés dans l'eau froide. L'hypothermie s'installe rapidement dans une ortiartauk à 10 de Makaksaride. Même des jeunes gens robustes peuvent comme perdre leur capacité à nager en 30 à 40 minutes. Le corps de Kyle a été emporté par le courant et a fini par échouer sur le rivage 9 mois plus tard. Les 3 autres ont peut-être été piégés sous l'eau entre des rochers, où les plongeurs n'ont pas pu les trouver, ou emportés vers d'autres parties du lac, mais cette version ne explique pas certains détails. Pourquoi les chiens ont-ils suivi la piste vers la rive nord avec autant d'assurance si les étudiants avaient simplement décidé d'aller se baigner? Pourquoi n'ont-ils pas pris le canoë s'ils avaient dans l'intention d'explorer une autre partie de l'île? Pourquoi aucun vêtement n'a-t-il été retrouvé sur la rive s'ils s'étaient déshabillés avant de se baigner? Le parc national Voyager reste une destination populaire pour les touristes et les canoëistes. Chaque année, des milliers de personnes empruntent les mêmes voies navigables et campent sur les mêmes îles. La plupart repartent avec de merveilleux souvenirs et des photos. Mais l'histoire des 4 étudiants nous rappelle que la nature sauvage est imprévisible, que l'eau est impitoyable et que parfois, même des personnes expérimentées et bien préparées ne rentrent pas chez elles. Robert Reeves, le père de Daniel, continue de se rendre au parc national Voyagers chaque été. Il a aujourd'hui 78 ans, mais il espère toujours trouver des réponses. « Je ne peux pas m'arrêter. Mon fils est quelque part là-bas. Tyler et Jason sont quelque part là-bas. Je dois continuer à chercher aussi longtemps que possible, » dit-il. Chaque année, il passe une semaine sur un bateau, inspectant les côtes isolées, explorant les petites criques, espérant un miracle. 21 ans se sont écoulés depuis ce jour de septembre. Daniel aurait aujourd'hui 42 ans. Kyle, Tyler et Jason auraient même respectivement 43, 43 et 44 ans. Ils étaient censés devenir des écologistes, des scientifiques, des personnes qui changeraient le monde pour le mieux. Au lieu de cela, ils ont été victimes de l'une des disparitions les plus mystérieuses et tragiques de l'histoire des parcs nationaux américains. Les questions restent sans réponse. Les familles vivent dans la douleur de l'incertitude. Et les lacs du parc voyageur gardent leurs secrets, silencieux et froids comme ils l'ont toujours été.